Bonjour à tous, bienvenue à ce sprint numéro 2 pour ReadMetrics. Donc ReadMetrics, je le rappelle, c'est l'intitulé qu'on utilisera à l'avenir pour parler de tous les outils qui sont dans cette suite logicielle destinée à mesurer les usages des ressources électroniques, que ce soit EasyParse, EasyMeasure, NPWall, etc. Le sprint a commencé le 31 janvier, il se termine aujourd'hui le 25 mars. Et comme vous le voyez avec le petit icône, on vous l'avait annoncé, ça sera un sprint plutôt technique. Donc pour vous montrer un peu le dessous, enfin ce qu'il y a sous le capot, un peu le moteur, notre organisation, notre façon de gérer les choses, parce qu'il y a beaucoup d'éléments à gérer et ça peut être quand même intéressant pour vous de voir certains aspects techniques et de voir comment on administre tout ça. Les principaux points clés qu'on va aborder dans cette revue, bon, bien sûr, c'est la migration EasyMeasure, on vous en a beaucoup parlé. On en profite aussi, on a profité de cette migration pour aussi numéroter les versions d'EasyMeasure qu'on va livrer. On ne le faisait pas spécifiquement, mais là, on va le faire. Et puis on commence par la version 4, parce qu'en fait, il y a eu quand même pas mal d'évolutions. Donc, bon, c'est un point de vue, là aussi, c'est un point de vue organisationnel par rapport à quand on déploie en production. Donc, on va vous faire un premier bilan de cette mise en production qui s'est bien passée, qu'on a découpé en deux parties, on vous en avait déjà parlé. Dans les points divers, on va vous parler aussi de cette mise en production, elle a été attendue. Elle s'est déroulée, enfin il y a eu beaucoup de préparation. Tous ces changements, toutes ces modifications, il faut qu'on les documente et on vous parlera aussi de comment toute cette organisation, cette nouvelle organisation s'architecture au niveau du projet. On vous montrera enfin les machines qui sont impliquées, etc. Donc c'est Léo qui fera ça. On parlera aussi de la synchronisation. On a évoqué ça, on vous a montré ça dans des fenêtres d'administration. Ces changements de passage entre des données de gestion dans une base de données demandent à ce qu'on continue quand même à causer avec la stack Elastic, notre moteur de recherche, parce que les droits sont aussi gérés par la stack Elastic. Donc, on évoquera ça dans la synchronisation. Et puis, on vous montrera aussi les premiers moissonnages et puis on évoquera les contraintes de moissonnage. Voilà. Donc, c'est pour les principaux points. Et je passe la main donc à Fred pour l'animation de la communauté. Bonjour à tous. Eh bien, pour l'animation de la communauté, on va commencer par le blog qui est devenu donc le blog readmetrics.org. Donc, vous avez pu le voir éventuellement si vous êtes allé récemment donc sur le blog ou sur le site readmetrics.org. Donc, on a bien pu changer l'accélérateur qui était avant easyparse.org. Et d'ailleurs, Léo en parlera tout à l'heure. Et donc, dans ce blog, donc Readmetrics, eh bien, on a quand même publié un article important. C'est un article sur l'enquête nationale ESGBU avec la collecte 2024 des données 2023. Et je vais laisser Thomas en dire un mot si justement il veut faire des précisions sur cet article de blog. Eh bien, merci Fred. Oui, donc on a lancé la campagne ESGBU. Donc, comme l'année passée, on vous propose d'utiliser le dispositif EasyCounter dans EasyMeasure pour vous aider à collecter et à saisir les indicateurs qui sont demandés par l'enquête nationale ESGBU pour le volet usage numérique. Et on met à disposition, c'est pas encore le cas, mais ça va pas tarder, un tableau de bord qui synthétise 5 indicateurs stabilisés et 2 indicateurs qui sont encore expérimentaux cette année, mais qui agrègent et qui mettent en forme les valeurs telles qu'elles sont demandées dans l'enquête. Donc par un simple copier-coller, vous allez pouvoir récupérer ces indicateurs-là. Et évidemment, ces indicateurs sont calculés sur la base des rapports Counter 5 qu'on moissonne de votre part chez tous les éditeurs conformes et compatibles à ce standard. Et donc le moment où on en
sommet là, de l'enquête, c'est le moment du moissonnage pour s'assurer que tous les établissements présents dans EasyMesure ont bien déclaré leurs identifiants counter pour toutes les plateformes conformes et qu'on puisse du coup prendre le relais, moissonner toutes les données 2023 quand ça n'a pas déjà été fait, pour qu'on puisse ensuite verser dans vos espaces éditeurs les tableaux de bord, le tableau de bord pardon, dédié à l'enquête, qui vous permet d'accéder en un coup d'œil et puis de récupérer vos données en un clic, enfin par copier-coller, pardon, pour les reporter dans l'enquête. Donc on fait de l'information autour de ça là depuis quelques semaines. On est en cheville avec les collègues du ministère qui s'occupent de l'enquête pour synchroniser une communication qui soit homogène enfin, pour que les responsables de l'enquête en établissement reçoivent globalement les mêmes informations que celles que les correspondants EasyMesure en établissement reçoivent, qu'ils puissent se mettre d'accord si c'est pas la même personne, et que même si c'est la même personne, qui se mettent d'accord à l'intérieur d'eux-mêmes pour que l'objectif soit rempli, c'est-à-dire que le taux de remplissage de l'ESGBU reste à la même hauteur, voire à une meilleure hauteur que l'année dernière, où ça s'était déjà pas trop mal passé. Donc voilà, on vous encourage à venir vérifier que vos points d'accès ont bien été saisis, qu'ils ont bien été validés, et pour que vous puissiez nous dire, voilà, ça y est, c'est terminé pour nous, et qu'on puisse enclencher les moissonnages. Donc je pense que Dominique, tu vas en parler un peu plus loin, mais les campagnes de moissonnage sont déjà en route. Il y a certains établissements pour lesquels on a déjà moissonné. Et donc l'étape d'après, c'est qu'on va verser dans les espaces éditeurs ces fameux tableaux dédiés à l'ESGBU. Et vous allez les voir arriver dans vos espaces respectifs dès que ces prérequis que je décrivais seront remplis. Voilà sur le plan de l'ESGBU. Fred ou Dominique, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Oui, je vais rajouter au niveau donc du tableau que tu viens d'évoquer, Thomas, que on en parlera à la fin de la sprint. On a organisé donc 4 webinaires au mois d'avril. Vous avez dû recevoir la communication à propos de ces webinaires pour justement bien reparler donc des identifiants et de la validation des identifiants sushi, et puis vous présenter le tableau avec les données 2023. Dominique, tu voulais rajouter quelque chose? Non, je parlerai sur la diapo des chiffres un petit peu. Très bien. Alors, je poursuis avec justement des webinaires qui ont été organisés au mois de mars. Et là, c'était justement pour vous présenter la nouvelle interface qui a donc été mise en production le 19 février 2024. Et donc, avec Thomas, on a organisé donc 3 webinaires avec les correspondants qui se sont inscrits. On a eu 70 participants. Et donc, on a pu présenter la nouvelle interface et surtout l'amélioration au niveau du formulaire EasyCounter avec les identifiants sushi. Et tout ça va être évoqué par Yannick un peu plus loin. Je laisse Dominique parler des chiffres. Voilà, donc on aime bien les chiffres, hein. Donc j'ai ressorti une diapo avec un peu de chiffres ciblés campagne ESGBU, hein, donc on est en plein dedans. Donc pour rappel, on a 139 établissements qui ont saisi des identifiants sushi sur 171 qui sont enregistrés dans EasyMesure. Ça donne, on vous propose une liste de 197 points d'accès sushi, donc qui sont censés être, c'est donc des plateformes qui sont censées être conformes sushi, qui sont potentiellement moissonnables. Vous avez déjà saisi plus de 3000, enfin à peu près 3200 identifiants sushi, hein. Ça correspond à des demandes de moissonnage pour nous. Donc à chaque fois, on moissonne 8 rapports pour ces demandes. On a déjà fait, comme le disait Thomas, un certain nombre de moissonnages. Donc ça consiste en des batchs de moissonnage, hein, donc, c'est des lots, hein. Donc, on en est au 4e batch. On a déjà moissonné 56 établissements. Donc là, actuellement, on moissonne pour 2023.
Qui est moissonné? En fait, c'est par rapport au test des identifiants sushi. Tous ceux, enfin, les établissements qui ont des tests qui sont tous positifs et qui ont cliqué sur le bouton J'ai terminé de saisir mes identifiants, ils rentrent dans la liste de ceux qu'on va moissonner. Et on moissonne les mercredis et les vendredis actuellement. Et si vous n'avez pas beaucoup d'identifiants sushi qui sont pas valides, on vous envoie un mail en vous disant est-ce que vous attendez quelque chose de l'éditeur? Est-ce que vous considérez que de toute façon vous n'aurez pas forcément une réponse tout de suite et donc suite à ce mail qu'on vous envoie, vous nous répondez et soit on attend, soit on moissonne et vous rentrez dans le batch. Euh, on met à peu près une vingtaine de minutes, un peu plus d'une vingtaine de minutes en moyenne par établissement pour moissonner, sachant que les gros établissements, ça peut aller jusqu'à 1h25. Voilà. La taille qui est occupée par les données qu'on moissonne, là, on en est à 160 gigas. La première campagne, on avait 80, donc on voit que ça fait à peu près 81 gigas par an, sachant que là, dans cette campagne, on n'a encore pas terminé. Donc voilà, il y a 139 index publishers. Point de vue animation, on a fait 12 réunions, ça représente 124 utilisateurs, donc c'est assez... voilà, on est en contact avec vous et on ne vous laisse pas tout seul dans vos interfaces, surtout si vous découvrez. Voilà, là, je passe la main à Yannick qui va vous parler de ce qu'il y a sous le capot. Et il va vous donner un peu des détails de toutes les opérations qu'on a faites, voilà, un peu plus technique. Donc le gros point du côté d'EasyMesure, c'est bien évidemment la mise en production de la toute nouvelle version. Donc on a, comme disait Dominique, on a commencé à les numéroter. Donc on commence à la version 4.0. Donc mise en production qui arrive après une période assez longue de gestation. Donc pour rappel, entre l'annonce de cette migration vers Postgre et cette mise en production, il s'est passé environ 2 ans à peu près. D'ailleurs, petite anecdote rigolote, il s'avère que le symbole de Postgre, c'est un éléphant et la période de gestation d'un éléphant, c'est à peu près 2 ans. Voilà. Les choses sont bien faites comme quoi. Et donc cette mise en production, elle a elle a une petite subtilité, à savoir que on l'a coupée en deux pour pouvoir ménager des contraintes à la fois temporelles et techniques. À savoir que nous avions la contrainte de la période de saisie pour le SGBU qui arrive, on est en plein dedans d'ailleurs, et nous avions besoin de faire cette mise en production pour pouvoir vous proposer tout ce qu'il faut pour pouvoir gérer le SGBU. Mais d'un autre côté, nous avons également des contraintes techniques, en particulier cette mise en production, contrairement à nos machines de développement et d'intégration, elle nécessite comment je dirais, un déplacement de données d'un cluster Elasticsearch vers un nouveau cluster Elasticsearch pour lequel nous avons encore relativement peu d'expérience pour des migrations de données aussi massives. Donc, nous avons coupé la poire en deux et nous avons commencé par faire une migration logicielle que nous avons fait sur la machine de production actuelle. Et nous allons prévoir incessamment, dans les mois qui viennent, une mise à jour architecturale, c'est-à-dire que nous allons passer l'instance de production d'EasyMesure vers le modèle standard INIST, avec toutes les implications que ça a, comme je disais, en matière de migration de données, car EasyMesure est vraiment un gros entrepôt. Donc voilà, les slides suivantes vont être principalement des rappels, et notamment un petit rappel concernant le point clé de cette version 4 d'EasyMesure, qui est l'introduction d'une base de données relationnelle. Et donc, je vais refaire un petit point sur d'où on vient et où on va exactement. Donc, anciennement, EasyMesure était basé intégralement sur un Elasticsearch.
Donc, du côté de comment que ça s'architecturait, il y avait, donc du côté d'Elasticsearch, on gérait les utilisateurs, on gérait les espaces auxquels vous accédez, et ce sont des rôles élastiques qui définissent quel utilisateur a le droit d'accéder à quel espace et à quelles données. Et on avait un certain nombre d'index de données, justement. Donc, et globalement, notre entrepôt EasyMeasure était divisé entre des données EasyParse et des données counter, donc obtenues via moissonnage. Et on avait un petit index spécifique dans lequel on mettait ce que nous, on appelle nos données de gestion. Donc, à savoir toutes les données qui correspondaient aux établissements, à leurs points d'accès. On y mettait également les tâches de suivi pour le moissonnage. Donc, il y avait un certain nombre de données là-dedans qui commençaient à poser problème car le volume augmentait et comme ces données n'étaient pas relationnelles, elles commençaient à poser des soucis en termes comment je pourrais dire ça, de manipulation. On commençait à avoir des problèmes d'utilisation et de suivi pour des cas avancés. Donc, c'est pour ça qu'on a introduit une base de données relationnelle, donc à savoir Postgre. Tu peux passer au slide suivant. Ce qui fait que toutes les données de gestion ont été sorties d'Elasticsearch pour passer dans une base de données relationnelle qui est bien mieux faite pour ces cas d'usage-là. D'ailleurs, comme vous pouvez le voir, les données en question, on a mis des liens. Ce sont des données qui sont hautement liées, justement. Donc maintenant, dans Elasticsearch, nous n'avons plus ce fameux index depositors. Et à la place, nous avons une base de données dans laquelle nous allons déclarer les utilisateurs, les établissements, les droits qu'ont les utilisateurs dans ces établissements. C'est là-dedans qu'on va déclarer les identifiants sushi, mais également toutes les tâches de moissonnage et l'état de moissonnage de ces identifiants sushi au jour le jour. Et donc, tout ceci va être synchronisé avec Elasticsearch. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que Tom vous en parlera dans quelques slides. Et donc, ça nous permet de répondre à des cas d'usage plus avancés. Notamment, ça nous permet de récupérer des informations beaucoup plus rapidement qui, dans Elasticsearch, nous demandaient de faire beaucoup de requêtes de manière très lourde. Voilà, donc je ne pense pas avoir besoin d'aller plus loin là-dessus. Ensuite, donc interface, le gros point de votre côté, c'est la nouvelle interface de saisie des identifiants sushi. Donc ça, on en a déjà parlé, mais je fais un petit rappel là-dessus. En sachant que le gros point qui nous intéresse là-dedans, la grosse nouveauté, c'est surtout la possibilité de votre côté d'identifier les endpoints pour lesquels vous avez des identifiants invalides, pour lesquels vous devez revenir dessus pour corriger vos identifiants. C'est quelque chose qui est très intéressant à la fois pour vous et pour nous, vu que nous, ça nous permet d'économiser des requêtes en évitant de moissonner les endpoints dont on sait de toute façon qu'on ne pourra pas moissonner, étant donné que les identifiants ne sont pas bons. Donc, on ne va pas aller s'étendre là-dessus parce qu'on a déjà fait des webinaires et on l'a déjà présenté, mais c'est un des gros points de cette version 4. Ensuite, l'autre point qui est très important, c'est on a changé notre manière de moissonner, de tester les identifiants. C'est-à-dire que pour vous présenter les 3 cas que sont les identifiants en erreur, fonctionnels ou invalides, pour ça, donc vous lancez les tests de vos identifiants depuis votre interface. Et la méthode de moissonnage maintenant est beaucoup plus fiable puisqu'on passe par un réel moissonnage. Lorsque vous cliquez sur votre identifiant pour le tester, la EasyMeasure va demander un rapport maître de type PR qui date de M-3, donc d'il y a 3 mois. Ce qui fait que si on reçoit une réponse positive, déjà on est certain que les identifiants sont fonctionnels. Et cette méthode nous permet également de valider, de détecter plus facilement lorsque les identifiants sont invalides. Donc ça, c'est le gros point.
Après, le petit bémol étant que lorsque nous avons utilisé cette méthode à grande échelle, nous nous sommes rendus compte que ça ne couvre malgré tout pas la totalité des endpoints. Il y a certains endpoints qui ne proposent pas le PR, ils sont minoritaires, mais il y en a. Et certains parmi eux ne gèrent pas correctement lorsqu'on leur demande un PR. Ils devraient nous répondre normalement une réponse standard. Certains n'y arrivent pas, comme par exemple la plateforme Eni, ce qui fait que vous allez vous retrouver avec une plateforme qui est notée en erreur, alors qu'en réalité, ce sont soit des identifiants invalides, ou soit ça devrait fonctionner, mais c'est simplement qu'on leur demande un rapport qu'ils ne gèrent pas et qu'ils ne savent pas répondre correctement. Donc bref, c'est quelque chose dont nous avons conscience et dont nous allons réfléchir pour améliorer. Et donc, enfin, donc nous avons commencé pour le SGBU les premières vagues de moissonnage. Dominique vous donnait les chiffres quelques slides plus avant. Donc on a moissonné un peu plus d'une cinquantaine, presque une soixantaine d'établissements jusqu'ici. Donc la campagne est en cours. Ça va s'accélérer doucement. Et il s'avère que les moissonnages, c'est quelque chose qui dure assez longtemps et qu'on doit faire régulièrement. Donc, on s'est doté d'une interface côté administration pour pouvoir suivre ces moissonnages beaucoup plus facilement. Donc, c'est ce que vous avez sous les yeux. Voilà. Et voilà. Ouais. Donc, je vais laisser la main à Tom pour parler de la synchro. Je vais reprendre la main effectivement pour parler de la synchro, parce qu'on vous parle depuis tout à l'heure de synchronisation entre notamment Elastic et la base Postgre. Mais on n'explique pas trop, donc je vais m'en charger. La synchronisation, c'est tout simplement le fait de pousser les données de la base qui est là pour faire foi dans les différents services qui sont utilisés par EasyMeasure. Notamment, effectivement, on a parlé d'Elastic, on a parlé aussi de Kibana avec les espaces. Il y a aussi EasyReport où il faut pousser des données pour que EasyReport puisse travailler correctement. Et il y a énormément de choses qui sont synchronisées. Et c'est automatiquement répercuté à chaque fois qu'on fait une modification dans l'interface d'EasyMeasure. Si on prend un exemple avec notamment les membres, sur la slide suivante, dès qu'on va toucher au droit d'un membre, ça va se répercuter notamment dans Elastic, où on va avoir les rôles qui vont se mettre automatiquement à jour, comme on peut le voir à gauche avec l'interface EasyMeasure, et à droite l'interface de Kibana en admin. Ensuite, je vais vous parler de ce qu'on a fait en travail de fond, donc les choses qui comptent mais qui ne se voient pas beaucoup, et notamment de la gestion des sessions de moissonnage, puisque on va changer un peu comment ça marche, en tout cas de notre côté, parce qu'actuellement c'est un peu lourd, dans le sens où il faut qu'on demande à chaque identifiant d'un établissement ou de plusieurs établissements de moissonner un rapport pour une période donnée. Et à chaque fois, ça va créer ce qu'on appelle un job qui va aller chercher le rapport counter et l'insérer dans EasyMeasure. Et c'est un peu lourd et long. On est obligé de faire une requête à chaque fois. Donc prenons un établissement qui aurait quelque chose comme 80 identifiants. Ça nous fait 80 requêtes pour lancer un moissonnage. Et au niveau du suivi, c'est pas non plus simple, puisqu'on a beau mettre des étiquettes sur les jobs pour les retrouver, c'est un petit peu tous au même endroit, donc à suivre, c'est pas forcément très simple. Et on va passer sur quelque chose de beaucoup plus ordonné, beaucoup plus rassemblé, qu'on peut voir à la slide suivante. C'est qu'on va passer par ce qu'on appelle une session de moissonnage, vraiment une entité session de moissonnage. On va lui donner les paramètres pour récupérer les rapports, par exemple si on veut un TR, un PR, etc. On va aussi lui donner une période et on va lui donner une requête, je expliquerai juste après ce que c'est. Et du coup, pour lancer une session de moissonnage, on a juste à demander à la session de moissonner. Elle s'occupe, elle, de créer les jobs qu'il faut. C'est plus simple de notre côté déjà, c'est plus léger aussi côté API. Et pour suivre, ça simplifie les choses parce qu'on a juste à regarder le statut de la session et non pas le statut de tous les jobs. Cette requête,
l'outil que je parlais tout à l'heure, c'est ce qui va nous permettre de justement récupérer les identifiants à moissonner. Et la requête est un peu compliquée, c'est pour ça que j'ai fait un autre schéma, la slide d'après, euh, qui explique que la requête est composée de trois choses. Déjà une liste d'identifiants qu'on va moissonner. Ensuite, une liste d'endpoints qu'on va moissonner aussi, et une liste d'établissements. Qu'on va moissonner, du coup, c'est effectivement ce qui est au centre et les identifiants qui sont valides. Donc, c'est pour ça qu'on parlait de validation d'identifiants très importante. C'est parce que si un identifiant n'est pas valide, on ne le moissonne tout simplement pas pour éviter les problèmes, parce qu'on sait de toute façon que ça va revenir en erreur. Et on va du coup moissonner la liste, les identifiants qui sont dans la liste des identifiants, qui sont dans la liste des endpoints et dans la liste des établissements. Et je vais passer la... Ah non, qui nous permet, pardon, de se retrouver avec une page de gestion de moissonnage, et non pas une page de suivi comme vous l'avez vu tout à l'heure. Notamment, on va pouvoir lancer les moissonnages plus tard, on va pouvoir aussi les créer, les modifier, etc., etc., ce qui va nous simplifier la tâche de moissonner les établissements qui le souhaitent. Et je vais passer la main à Dominique, qui va nous parler de toute la partie documentation. Oui, alors comme je l'évoquais en début de présentation, hein, donc il y a non seulement beaucoup de travail pour transformer EasyMesure, mais ces transformations-là, bah, il faut les documenter. Et bah, où est-ce qu'on met la documentation? Donc bah, ça, c'est toujours une question qui est un peu brûlante, parce qu'en fait, la documentation, il n'y a pas qu'une seule documentation, il y a plusieurs types de documentation. Là, on va aborder particulièrement la documentation projet. Et donc, on a recherché des outils qui permettent de faire ça. Donc, il y a des outils qui existent déjà, hein, qui sont très connus pour les développeurs. On écrit ça en Markdown, on associe ça à un dépôt de code, on documente son code. Les développeurs sont au point là-dessus et ils sont habitués à le faire. Sauf que, eh ben, dans le projet, il n'y a pas que des développeurs, hein, il y a aussi des fonctionnels, il y a des gens qui participent aussi au niveau de la prod. Et donc, il faut que ces gens-là aussi bah, puissent trouver les informations, puissent éventuellement mettre à disposition des informations. Et pour ça, il faut qu'il y ait un outil qui soit interactif et qui soit pratique pour pouvoir faire ça. On a recherché des outils et puis Tom nous a proposé Outline qui a remporté les suffrages. Et donc, ben, on essaye de mettre en place Outline, enfin, on met en place Outline et on va mettre à disposition au niveau de l'équipe toute notre documentation via cet outil. Donc là, vous voyez comment ça se présente hein, quand on se connecte sur l'outil et puis éventuellement les différents chapitres avec bah, les différentes applications aussi sur la gauche. Voilà. Donc pour ça, on a besoin d'une machine. Hein, on va l'avoir. C'est pour ça que c'est une instance temporaire. Donc là, c'est pour vous montrer que on produit du code, mais on produit aussi beaucoup de documentation. Et moi, j'insiste au niveau du projet pour que bah, cette documentation, elle soit aussi compréhensible. Et pour être compréhensible, souvent, bah, un schéma, un dessin vaut mieux qu'un long discours. Et donc, on a beaucoup de schémas, différents types de schémas. Hein, vous voyez sur la gauche un schéma de base de données, on a le dictionnaire de données qui va avec, on a des schémas d'architecture, Léo reviendra sur les schémas d'architecture, on a des schémas qui permettent de savoir qui est impliqué dans quel process et à quel moment il doit le faire. On a aussi un schéma sur lequel reviendra aussi Léo, le schéma des accélérateurs autour du projet. Donc voilà, toute cette masse d'informations, il faut qu'elle soit mise à disposition, il faut qu'elle soit rangée quelque part. Et donc on s'organise pour que la documentation soit lisible et accessible. Voilà, et là je passe la main à Léo qui va prendre comme exemple les accélérateurs pour vous montrer sur son schéma ce qu'on a fait au cours de ce sprint. Oui, alors bonjour à tous. Donc, comme l'a évoqué aussi Frédéric en début de sprint, on a fait des changements d'URL. Donc, c'est des changements de nom de domaine et donc du coup, on en a profité sur cette sprint-là pour réaliser un schéma de
de l'ensemble des accélérateurs qui sont attribués au projet ReadMetrics. Donc pourquoi on a fait un changement de domaine? C'est premièrement, on a changé d'identité, on est passé de EasyMeasure à ReadMetrics, et donc c'est pour ça qu'on avait besoin de changer nos noms de domaine. On a changé celui de la page de présentation de projet, mais aussi celui de l'URL de l'adresse de blog. Et donc ce qui a été modifié au cours de cette sprint, donc on a mis en place des redirections, c'est-à-dire que l'adresse blog.easyparse.org existe toujours, mais elle redirige sur l'adresse blog.readmetrics.org. Et pareil pour la page de présentation des projets. Donc easyparse.org redirige maintenant sur readmetrics.org. C'est ce qui a été entouré en rouge sur ce schéma, c'est ce qui a été fait durant cette sprint-là. Et en plus de ça, on a pu mettre au point, du coup, avec les ASR, tous nos accélérateurs. Ça permet d'avoir une vue d'ensemble. Et donc maintenant, on va passer au prochain schéma, qui lui est un peu plus gros et un peu plus complexe, mais qui représente l'ensemble du parc de machines qui est attribué au projet ReadMetrics. Donc on peut voir que ce schéma il est dense, il contient beaucoup d'informations, notamment sur chaque machine, on a l'information sur quelle application elle est attribuée, les spécificités matérielles, c'est-à-dire la RAM, le stockage, les processeurs, et les conteneurs Docker qui y sont déployés. Donc pour chaque conteneur Docker, on a aussi une description plus précise sur les informations, enfin on a des informations sur les principales versions des technologies qui sont utilisées. Et dans l'ensemble, j'ai rajouté un code couleur qui permet d'avoir des informations sur ce qui est à jour, les mises à jour qui sont disponibles, les mises à jour nécessaires, critiques et les limites de notre infrastructure. Donc ce code couleur, ça permet de voir dans l'ensemble là où il faut qu'on travaille pour être à jour. Et donc ce schéma, vous allez sûrement le revoir, parce qu'on va mettre en évidence du coup tous les changements qu'il y a eu au cours des sprints. Et je pense qu'on le reverra très prochainement avec la migration architecturale d'EasyMeasure, où on verra les changements qu'on a appliqués. Donc sur les prochains slides, là je vais parler du coup tout ce qui est Easy on Paywall. Donc ça fait maintenant 2 sprints que je travaille sur l'historique Easy on Paywall. Donc je vais d'abord faire un peu de rappel sur pourquoi on va mettre en place un historique Easy on Paywall à Linist. Donc il faut savoir que le miroir qu'on a mis en place à Linist, il est utilisé par EasyParse pour enrichir les logs BIP CNRS pour qu'on ait les informations open access. Cependant, tous les ans, on effectuait des retraitements annuels, puisqu'on a toujours des nouveaux parseurs qui sont ajoutés par le CLC, mais aussi par de journées parseurs. Sauf que quand on fait un retraitement annuel, les données open access, elles ont changé. Et donc lorsqu'on fait ce retraitement-là, on a des informations qu'on apporte qui sont fausses. Et notre miroir et Unpawall propose actuellement les données à la date d'aujourd'hui, mais pas à un instant T. Et donc c'est à ça que ça va servir, l'historique, c'est que ça va pouvoir régler ce problème. On va pouvoir enrichir les événements de consultation à la date de la consultation, avec les données open access de la date de consultation. Donc là maintenant on va rentrer un peu sous le capot de comment ça marche. Donc ce qui a déjà été fait, ce qui a déjà été mis en place pour l'historique Unpawall, c'est que j'ai déjà ajouté 2 champs dans le format de données. Donc ce sont des champs qui ne viennent pas d'Unpawall. Donc dans l'index de base où sont stockées les données courantes d'Unpawall, il va y avoir le nouveau champ référence set at qui va indiquer depuis quand le DEI est apparu dans Unpawall. Donc ce champ-là, il est rempli uniquement lorsqu'il y a des nouveaux ajouts dans l'index courant. Et dans l'index où sont stockées les données historiques, donc dans le Unpawall history, on va avoir 2 nouveaux champs, le champ référence set at, mais aussi le champ nValidity, qui va correspondre à la date de fin de validité de la donnée dans l'historique. Et donc ce champ-là, on l'obtient uniquement lorsqu'il y a des nouveaux ajouts dans l'historique. Donc pour l'alimentation de l'historique, ça fonctionne ainsi. Donc dans le cas où on a un nouveau DOI, on va se contenter simplement de mettre à jour notre index courant, puisque c'est un simple ajout, il n'y a pas d'entrée dans l'historique, puisque c'est un nouveau DOI. Par contre, dans le cas d'une mise à jour d'un DOI, c'est différent. Premièrement, on va récupérer les informations de ce DOI-là dans l'index courant. Deuxièmement, on va ajouter son champ de fin de validité qui correspond à la date où ce DOI a été modifié. On va insérer du coup cet ensemble-là dans l'historique. Et pour finir, du coup, on va mettre à jour dans l'index courant avec les nouvelles informations qui nous sont parvenues. Et donc on verra l'importance de ces 2 nouveaux champs lors de la slide de présentation de comment requêter les données historiques, parce que du coup elles sont nécessaires pour faire des requêtes avec des dates. Là du coup maintenant on va passer à la partie où on parle de l'alimentation des données de l'historique. Donc il faut savoir que Unpawall il met à disposition 2 types de fichiers. Donc on a les exports complets de leurs données, donc ce qu'on appelle les snapshots qui apparaissent à gauche,
Et on a les fichiers de mise à jour quotidienne qui contiennent du coup les modifications quotidiennes. Pour alimenter l'historique, l'idée c'était de partir d'un gros snapshot et d'insérer tous les fichiers de mise à jour de la date du snapshot à aujourd'hui. Donc nous, ce qu'on a choisi dans toute leur liste de snapshots, on a choisi l'export qui date du 27 avril 2020 pour plusieurs raisons. Donc premièrement, il faut savoir que les premiers exports avant cette date-là ne contiennent pas forcément toutes les informations open access, donc c'est pas forcément des informations. Donc si on n'a pas ces informations-là, c'est dommage et c'est pas exploitable dans un historique. Il y a certaines libs qui étaient inexploitables dans les premiers fichiers. C'est aussi à cette date qu'on a commencé à mettre à disposition le miroir et aussi c'est à cette date que Unpawol a commencé une politique de faire des exports tous les 6 mois, bon, jusqu'au 9 mars 2022 puisqu'ils ont coupé. Et c'est aussi un snapshot qui est stable, c'est-à-dire que toutes les lignes fonctionnent, il n'y a aucun souci là-dessus. Donc il faut savoir que le processus d'insertion de cet export-là, il nous a pris 5 heures, et le processus d'insertion des fichiers de mise à jour à partir de cette date nous a pris actuellement 40 heures, et on est arrivé jusqu'au 5 avril 2022. Donc ça a ajouté 20 millions de lignes dans l'index courant et 130 millions de lignes dans l'index historique. Donc on estime que pour avoir un historique à jour, on aurait 80 heures d'insertion pour à peu près 750 Go dans l'historique et 350 Go dans l'index courant. Donc si on n'a pas pu aller au bout de cet historique, c'est parce que notre cluster élastique EasyMeta ne possède pas assez de stockage, donc on va prochainement augmenter le stockage pour la prochaine sprint afin qu'on puisse insérer toutes les données, mais aussi peut-être même prévoir un peu plus pour qu'on puisse l'alimenter toujours quotidiennement, l'index courant et l'index de mise à jour, l'index historique. On peut passer à la slide suivante qui c'est donc là où je vais parler d'une action qu'il faut qu'on fasse avant la mise en prod de cette fonctionnalité, c'est la mise en place d'une machine qui va stocker un backup élastique. Donc qu'est-ce que c'est un backup élastique? C'est une fonctionnalité qui est mise à disposition depuis avec Elastic et Kibana, qui consiste à créer une règle, une policy, qui va créer automatiquement des exports sur les index qu'on veut sauvegarder. Donc on va pouvoir les exporter et les réinsérer entre clusters, entre index élastiques. Et l'idée, c'est de sauvegarder régulièrement notre historique pour pouvoir agir rapidement sur les index en cas d'éventuels problèmes lors des mises à jour. Puisque si jamais on ne fait pas cette manipulation-là et qu'on arrive dans un cas où une mise à jour est entrée en erreur et que ça a pollué nos deux index, il va falloir qu'on refasse les 80 heures d'insertion. Ça coûte très cher et c'est pas possible de mettre ça en production. C'est pour ça qu'avec ce snapshot, ça nous permet d'éviter de faire les 80 heures d'insertion. On a notre backup qui est à d'une date tentée, on le réinsère, on reprend les mises à jour et on est tout de suite opérationnel. On va passer à la dernière slide au niveau du capot de tout ça. Donc au niveau de l'accès des données, donc on a déjà un exemple, on a déjà des accès à l'historique sur la pré-prod. Donc l'interrogation passe par l'API GraphQL où j'ai ajouté une nouvelle requête pour qu'on puisse obtenir les données de l'historique. Donc il y a plusieurs choses à faire. Donc premièrement, on peut demander à faire des requêtes en demandant toutes les entrées de l'historique pour un DOI. Donc cela va récupérer toutes les données de l'historique, donc c'est ce qui est entouré en rouge sur l'image de gauche, mais aussi la dernière version du DOI, donc ce qui est entouré en orange, qui provient de l'index courant. Deuxièmement, le plus important, on peut spécifier une date à cette requête pour qu'on obtienne l'état de ce DOI, du coup à une date donnée, et la requête va retourner l'état de ce DOI à la date donnée. Donc c'est ce qui est entouré en bleu à droite. Et donc pour faire cela, il se base sur les deux champs que j'ai présentés au début, le champ updated et le champ endValidity. Il va récupérer que la version de ce DOI qui se trouve entre les deux champs selon la date demandée. Puis on remarquera aussi qu'avec le champ référenced at, si on demande une date, le DOI n'est pas encore référencé dans notre miroir ici Unpawol, et ben on obtiendra un tableau vide puisqu'il n'est pas encore apparu. Et voilà, moi je pense que je peux refermer le capot et puis on va passer à la fin de la présentation. Donc je laisse la parole à Fred. Merci Léo. Eh bien, on va aborder justement, on en parlait tout au début de la Sprint Review, on va aborder l'agenda des prochains webinaires. Donc, les 4 webinaires qui sont organisés pour présenter le tableau SGBU 2023, enfin 2024 des données 2023, avec une partie sur la saisie des identifiants.
Donc, on l'a évoqué tout à l'heure. Donc, le 8 avril, le 15, le 22 et le 29 avril, de 14h à 15h. On a déjà envoyé un premier message justement avec un lien Zoom, donc qui sera unique pour les quatre webinaires. Donc, on le renverra de toute manière, ce message régulièrement aux correspondants et à la liste EasyMesure. Tu veux peut-être rajouter quelque chose, Thomas, par rapport à ce webinaire? Non, c'est bon. On a tout Non, dit c'est tout à bon, l'heure. l'information, c'était vraiment celle du lien qui reste le même. Donc, n'hésitez pas à venir à l'un, à l'autre ou même à plusieurs de ces éditions du webinaire. C'est ouvert à toutes et à tous, autant de fois qu'il faut pour que vous ayez les choses bien en main. Peut-être le seul point d'attention, c'est la date de clôture de l'enquête qui est fixée au 17 mai. Sachant que il y a les congés de printemps qui s'échelonnent sur un mois, et puis les jours de congés habituels du mois de mai. Il faut garder en tête le fait que pour avoir un tableau SGBU représentatif de vos usages Counter 5, il faut que on ait la main sur vos listes d'identifiants la plus complète possible et qu'on ait le temps de moissonner. Vous avez compris que on a accéléré ce processus, mais qu'il y a quand même une sorte de délai incompressible entre le moment où vous avez saisi vos identifiants et le moment où nous on moissonne et où on peut alimenter ce fameux tableau SGBU. Donc ne vous y prenez pas à la dernière minute. Le plus tôt c'est fait de votre côté, c'est-à-dire le plus tôt vous avez saisi vos identifiants, le plus tôt vous pouvez nous dire c'est bon, c'est validé de notre côté, même s'il en manque quelques-uns. Le plus simple c'est pour nous et pour vous en miroir, quoi. Voilà. Et puis, donc voilà, n'hésitez pas à venir faire un tour au webinaire SGBU si il y a des zones de flou, ou même si vous voulez juste vous remettre un peu dans le bain de ce qu'il y a à faire, de là où il faut regarder, et puis des pincettes méthodologiques habituelles dans le cas où on est dans un tableau qui présente des choses prémâchées pour savoir un peu ce qui se passe derrière, si jamais vous avez besoin d'y retoucher pour une raison ou pour une autre. Et puis aussi discuter avec les collègues des différents retours d'expérience, parce qu'il y a des collègues pour lesquels ce sera la deuxième euh, édition de l'ESGBU dans les conditions Easy Counter, et qui sauront déjà un peu là où ils sont et ce qu'il faut regarder et ce à quoi il faut prêter attention. Donc, vous retrouverez toutes les dates des webinaires dans la partie rendez-vous donc, du blog readmetrics.org. Donc, n'hésitez pas à aller consulter ces dates et puis à suivre les messages qui seront envoyés régulièrement sur la liste de diffusion. Alors, la prochaine sprint review, ce sera le 28 mai 2024 de 14h à 15h, toujours en distanciel. Et donc, vous recevrez bien les invitations pour cette prochaine sprint review avec, bien sûr, les points clés qui seront abordés pendant ces présentations. C'est un mardi. C'est un mardi, j'ai oublié de préciser sur le... Eh bien voilà, on vous dit merci d'avoir suivi cette sprint. Il y a peut-être